Je suis Ariane. Juste un gars normal qui essaie de faire ce qu'il faut. Ingénieur, boulot correct, qui paie les factures. Ça me garde occupé. Marié à Isabella depuis 2 ans. Je pensais qu'on avait une belle relation. Les hauts et les bas habituels. Mais je croyais que la base était solide. Jusqu'à l'année dernière, quand tout a commencé à devenir étrange, Isabella s'est vraiment plongée dans un certain type de féminisme en ligne. Rien contre le féminisme. J'étais pour l'égalité, mais là c'était différent. C'était comme si elle avait téléchargé un nouveau système d'exploitation pour son cerveau, rempli de bugs. Chaque conversation devenait un champ de mines. Je lui demandais de prendre le courrier, et soudain, on se retrouvait à une discussion de 30 minutes sur la charge invisible qui pèse sur les femmes. Je faisais la cuisine la plupart du temps, et si je lui demandais de faire la vaisselle, j'étais accusé de weaponiser mon incompétence en ne faisant pas tout le cycle de tâches moi-même. Des mots nouveaux utilisés comme des armes. La plupart venaient de sa meilleure amie, Paige. Paige était spéciale, toujours célibataire, toujours en train de se plaindre qu'il n'y avait pas de bons hommes. Ses conseils amoureux ressemblaient à ceux d'un sergent planifiant une prise de contrôle hostile. Isabella revenait de brunch avec Paige, pleine de nouvelles théories sur notre relation. Ce que je croyais être un partenariat était soudain devenu une structure patriarcale à démanteler. J'ai essayé de rester patient. Je me suis dit que c'était une phase, que ça passerait. Je voulais en parler, savoir d'où ça venait. Elle répondait que j'étais défensif, que je craignais de perdre mes privilèges. Impossible d'avoir une vraie conversation. C'était comme discuter avec un recueil de points de discussion du web. Je me rappelle une soirée, quelques mois avant que tout explose. J'étais dans la cuisine à préparer un stir-fry, un de ses plats préférés. Elle, sur le canapé, casque sur les oreilles, riant à un podcast envoyé par Paige. J'essayais de créer une belle soirée. Je lui demanda comment s'était passée sa journée. Elle retira son casque, agacée, et dit que sa journée allait bien. Le vrai problème était l'attente constante qu'elle fournisse un travail émotionnel en me résumant sa journée. Je restais là, spatule à la main, perdu. Je voulais juste me connecter avec ma femme. Elle semblait chercher des raisons d'être mécontente. Elle voyait du mal partout. Si je restais silencieux, j'étais accusé de la bloquer. Si je parlais, j'étais dominateur. Je perdais la tête, marchant constamment sur des œufs. L'intimité avait diminué. Ce qui était spontané et aimant devenait une corvée, une tâche à cocher sur sa liste de devoirs conjugaux qu'elle méprisait. J'ai essayé d'en parler doucement, proposer un week-end pour se reconnecter. Elle a analysé la proposition à l'extrême. Voulais-je l'isoler de Paige? Créer une obligation pour l'intimité? Mon simple désir d'être proche d'elle était présenté comme un plan manipulateur. J'ai abandonné. Puis est venu le fameux soir du grand discours. Elle voulait une discussion sérieuse, sans distraction. Toute la journée au travail, j'étais anxieux. Quel était le problème cette fois? Le lave-vaisselle mal chargé? Un TikTok non validé? Elle m'assit sur le canapé, l'air sérieux et presque répété. Elle avait des notes dans son téléphone. Elle dit avoir beaucoup réfléchi à notre dynamique relationnelle et que la dimension physique de notre mariage était devenue entachée par l'attente et le privilège masculin. Je savais qu'il ne fallait pas l'interrompre. Puis, elle lâcha la bombe. Désormais, l'intimité serait planifiée. Une plage horaire, tous les samedis soirs, de 22h à 22h30. Je restais bouche bée. Je n'arrivais pas à le croire. Elle était sérieuse. Elle expliqua que cela me serait bénéfique. Ça m'enseignerait à la valoriser, à ne pas la tenir pour acquise, à fournir plus d'efforts ailleurs pour mériter ce moment. Je ressentis un vide intérieur. Pas de colère, pas de tristesse. La femme que j'aimais, ma partenaire, celle avec qui j'avais construit ma vie, parlait de notre lit conjugal comme d'un condo à temps partagé en Floride. Elle transformait le plus intime en rendez-vous professionnel, avec une expression satisfaite et moralisatrice, comme si elle était une héroïne révolutionnaire. Je la regardais vraiment,
La femme que j'avais épousée n'était plus là. À sa place, un étranger, récitant un script dicté par des internautes en colère et une amie aigrie. Une clarté froide s'empara de moi. Je n'allais pas me battre. Plaideur ou raisonner serait inutile. On ne raisonne pas avec un fanatique. Je la regardais dans les yeux, sans élever la voix, sans émotion. Je posais une seule question. Est-ce vraiment ce que tu veux? C'est ta décision finale. Elle hocha la tête, un éclat de triomphe dans les yeux. Elle croyait avoir gagné. Je pris une profonde inspiration. D'accord, Isabella, dis-je. Fais ce que tu veux. Son expression changea. Elle attendait un conflit. Des larmes. Des supplications. Pas d'acceptation. Mon accord silencieux n'était pas dans son script. Elle tenta de poursuivre ses explications. Je levai simplement la main. Inutile d'expliquer. Je comprends parfaitement. Cette nuit-là, j'ai pris mon oreiller et ma couverture et suis allé dans la chambre d'amis. Quand elle me demanda ce que je faisais, je répondis que je voulais respecter ses limites et lui laisser l'espace qu'elle semblait vouloir. Comment pouvait-elle argumenter contre ça? Je mettais sa propre logique à son service. Elle resta dans le couloir, confuse, pendant que je fermais la porte. Je n'ai pas dormi. Je restais là, dans le noir, à fixer le plafond. Ce n'était plus un mariage. C'était une prise d'otage. Et j'étais le seul à ne pas le voir. Et son petit calendrier n'était pas une règle, c'était ma clé, mon laissez-passer pour partir. Pas physiquement, pas encore, mais émotionnellement, mentalement. Le lendemain matin, je me réveillais différent. Le nuage d'anxiété et de confusion avait disparu, remplacé par une étrange paix et un but. Mon nouveau but était simple, remettre ma vie en ordre pour moi. Je passais ma journée, poli avec Isabella, cordiale. Je la traitais comme une colocataire silencieuse et discrète. Je me faisais mon café, mon petit déjeuner, sans m'inquiéter de sa journée, donnant des réponses courtes et précises si elle demandait. Elle pensait que je bouderais. Elle devait sans doute écrire à Paige sur mon comportement enfantin. Laissez-la croire que c'était mieux ainsi. La première semaine fut étrange. Le silence à la maison pesait. Je repris la salle de sport avant le travail. Ça faisait des années que je n'avais pas soulevé sérieusement. Le froid métal dans mes mains était rassurant. On soulève, on devient plus fort. Pas de jeu d'esprit, pas de sous-entendu. Toute ma frustration, ma déception, je la canalisais dans chaque répétition. Les samedis soirs arrivèrent. Le premier, rendez-vous planifié. J'avais presque oublié. J'avais passé la journée à résoudre un problème complexe de codage, puis à courir longuement. J'étais épuisé physiquement et mentalement, mais bien. Vers 20 et 1h45, Isabella frappa à la porte de la chambre d'amis. Elle portait un peignoir en soie et affichait un sourire forcé, expectante. « Il est presque l'heure, dit-elle. J'avais l'impression d'être convoqué dans le bureau du principal. Je hochai la tête, dis d'accord, et la suivis jusqu'à notre ancienne chambre. Tout fut surréaliste. Les 30 minutes les plus maladroites, cliniques et sans passion de ma vie. Aucune connexion, aucune chaleur. C'était comme assembler un meuble Ikea, avec des instructions impossibles. Je suivais simplement ces règles. Quand le temps fut écoulé, je dis « Ok, bonne nuit ». Je me retournai, parti. Pas de câlin, pas de discussion, rien. Je retournai dans la chambre d'amis et m'endormis en quelques minutes. Je crois que ce fut le premier moment où elle comprit que ça ne se passerait pas comme prévu. Elle attendait la gratitude, la supplication, la demande de plus. Elle n'avait pas prévu l'obéissance froide et mécanique. Les semaines suivantes prirent un rythme régulier. Je me levais à 5 heures pour la salle, travail toute la journée, retour tard. Je mangeais ce que j'avais préparé, lisais, puis dormais. Les week-ends, je sortais. Je retrouvais d'anciens amis que je n'avais pas vus depuis des années, parce qu'Isabella ne les aimait pas
jugeant qu'ils étaient une mauvaise influence, trop masculins. Ces moments étaient libérateurs. Parler de voiture, de sport ou de rien du tout sans que chaque mot soit analysé pour un sous-texte problématique. Je recommençais à faire de la randonnée. Samedi, je partais seul dans les montagnes. Revenais fatigué mais clair d'esprit. Isabella commença à remarquer le changement. Mon visage était plus mince, mes chemises mieux ajustées, ma posture différente. Elle tentait de petites conversations. « Tu vas souvent à la salle ?»« Oui. » Silence. « Ce projet au travail a l'air intense. »« Oui. » Je répondis factuellement. Je ne lui donnais rien à analyser. La méthode du caillou gris. Je devenais ennuyeux et insensible comme un caillou. Les rendez-vous du samedi soir devinrent de plus en plus tendus. Elle essayait de mettre les moyens. Lingerie, bougies, musique, rien ne changeait la nature de la procédure. Je restais poli, docile et complètement détaché. C'était elle qui avait transformé notre lit en salle de réunion, et je traitais ses rendez-vous avec le professionnalisme clinique qu'il méritait. Sa frustration grandissait. Une nuit, après le rendez-vous, elle essaya de me faire rester pour parler. « Pourquoi es-tu si distant ?» demanda-t-elle. J'étais confus. « Je suis juste en train de respecter tes règles, Isabella. Tu voulais des limites et de l'espace. Je te les donne. » Elle prétendit que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire, m'accusant de manipuler ses mots. Incroyable. C'était elle qui avait tracé ces lignes insensées, et maintenant, elle m'en voulait pour les avoir respectées. Je ne discutais pas. Je dis seulement « Désolé que tu le ressentes ainsi », puis retournais dans la chambre d'amis. Le mur entre nous grandissait, et j'étais celui qui posait les briques. Puis vint le moment où je sus qu'il n'y avait plus de retour en arrière. 2 mois dans ce nouveau rythme. Mon projet au travail eut une percée majeure. Nous résolûmes un problème qui paralysait l'entreprise depuis 1 an. Mon patron, ravi, me prévint d'une grosse prime et d'une promotion. Pour la première fois depuis longtemps, je ressentis de la fierté. Ce soir-là, je rentrais content. Pas heureux exactement, mais solide. Isabella était dans la cuisine, tentant de cuisiner davantage. Elle avait préparé un plat végétarien compliqué recommandé par Paige. Elle me demanda comment s'était passée ma journée. Pour la première fois, je lui racontais le projet, la percée, la prime, sans chercher son approbation, juste les faits. Je l'observais, pas de joie, pas de fierté pour moi. Seulement un éclair de ressentiment, peu, être de peur. Ma réussite, mon indépendance, ne rentrait pas dans sa vision du monde. Dans son récit, j'étais censé être l'époux maladroit, dépendant d'elle. Ma compétence et mon autonomie représentaient une menace. Quand je finis, elle dit « Assure-toi juste que le travail ne devienne pas un moyen d'éviter tes problèmes émotionnels. » C'était tout. Mon plus grand accomplissement professionnel depuis des années, et voilà sa réponse. Pas de joie, juste une analyse psychologique. Je hochai la tête, servis mon assiette, mangeai en silence, puis montai dans ma chambre. Tout espoir que l'ancienne Isabella existât encore mourut cette nuit-là. Le lendemain, je commençai à chercher un avocat. Un type réputé, direct, spécialisé dans ce genre d'affaires. J'avais pris un rendez-vous sans en parler à personne. Ma vie continuait. Salle de sport, travail, hobby. Les rendez-vous du samedi soir se poursuivaient, mais de façon encore plus absurde, comme rendre visite à une vieille tante dans une maison de retraite par devoir. Isabella devenait désespérée, palpable. Elle laissait sa porte ouverte en se changeant, me frôlait accidentellement, essayait de parler du passé pour susciter une réaction, comme un prédateur essayant d'attirer sa proie sans savoir que la proie avait déjà préparé ses bagages. Puis vint la nuit du renversement. Un mercredi, je triais des documents pour mon avocat dans un simple dossier. Isabella rentra, visiblement de mauvaise humeur,
Et avec le regard stratégique de Paige, elle portait une robe de notre lune de miel, mit de la musique que nous aimions, ouvrit une bouteille de vin. Elle tentait de recréer un passé qu'elle avait détruit elle-même. Elle s'assit trop près, parla de moi, de nous, admit que le calendrier était un outil grossier, qu'elle avait été trop rigide. Elle posa sa main sur ma jambe, s'approcha pour m'embrasser. Je me décalai calmement. « Isabella, c'est mercredi, ce n'est pas sur le planning. » Son visage s'effondra, choqué, humilié, incrédule. Elle avait utilisé l'intimité comme arme, et je venais de la retourner contre elle. Elle ne comprenait pas. Dans son esprit, les hommes étaient simples, toujours en manque d'affection. Mon refus l'avait dépassée. Elle resta muette, incapable de réagir. Elle venait de perdre, non seulement le combat, mais la guerre entière. Je me levai. « Je vais me coucher », dis-je calmement. Je retournai dans la chambre d'amis, fermai la porte derrière moi, la laissant seule avec les ruines de sa stratégie. Les jours suivants furent les plus calmes de ma vie. Elle m'évitait complètement, et je pouvais entendre ses chuchotements frénétiques à Paige. Elle essayait de réinterpréter mes actions comme de la manipulation, une forme de toxicité masculine. Je n'étais plus un mari passif, j'étais un méchant, diabolique dans son récit. Je rencontrai à nouveau mon avocat. Nous passâmes en revue tous les aspects financiers. J'avais été méticuleux. Mon nouveau salaire, la prime, nos biens communs, tout était enregistré. Mon avocat, un requin calme, me confirma que ma position était solide. Il me prévint. Quand une personne comme Isabella perd le contrôle, ça ne se passe pas dans le calme. Et il avait raison. Une semaine après l'incident du mercredi, sa stratégie changea. Le silence disparut, remplacé par une guerre psychologique. Elle commença par la culpabilité. Vieux albums photos ouverts sur la table, souvenirs heureux affichés, conversations bruyantes avec sa mère sur ma froideur et mon éloignement. Ça ne marchait pas. Je restais indifférent. Puis, elle essaya de me provoquer. Remarque passive-agressive sur mon nouveau style de vie. Aller à la salle? Tu veux impressionner quelqu'un? Travailler tard doit être agréable, un moyen d'éviter ta vraie vie. Je ne tombais jamais dans le piège. Un haussement d'épaule et je poursuivais mon chemin. Chaque non-réaction nourrissait sa frustration. Elle avait besoin que je sois le monstre de son récit, mais je ne jouais pas ce rôle. Je savais que la confrontation finale arrivait, comme une tempête qui s'amasse à l'horizon. Elle éclata un dimanche après-midi. Je rangeais mes documents pour l'avocat dans une serviette, tout prêt. Elle frappa et entra sans attendre de réponse. Le visage gonflé par les pleurs, les yeux durs, déterminés. Son script, sa dernière bataille. Elle commença. Elle ne pouvait plus vivre ainsi. Long monologue, mélange de mots à la mode thérapeutique et de points féministes appris par cœur. Mon inaccessibilité émotionnelle, mon refus de m'engager, mon agressivité passive, elle m'accusait de créer un environnement hostile. Je restais là, appuyé contre la commode, écoutant patiemment. Je représentais le problème. Ma froideur, mon amélioration personnelle. Aucun mot sur le calendrier, sur les semaines de mépris ou sur le fait qu'elle avait transformé notre mariage en lutte de pouvoir. Elle monta en puissance, préparée par Paige. J'ai parlé à Paige, elle m'a aidé à voir clair, à trouver ma force. Dernière chance, Ariane. Agis comme mon mari, l'homme que j'ai épousé, où je pars. Elle se planta devant moi, me fixant, cherchant à imposer sa puissance. Choisis maintenant. Répare ça ou je divorce. Silence. 1 seconde. 2. 5. Son assurance vacilla. Une lueur de confusion apparut dans ses yeux. Ça ne se passait pas comme prévu. Je ne dis rien, je laissais le silence agir. Son ultimatum n'avait aucun effet sur moi. Après ce qui parut une éternité, je me levai doucement, hochaille la tête. « Tu sais quoi, Isabella ?» dis-je calmement. « Tu as raison.
Il faut choisir. Je suis d'accord. Sa confusion grandit. Tu es d'accord? Oui, dis-je. Je suis d'accord pour divorcer. Je me tournai vers la serviette sur le lit, l'ouvris. Dedans, un épais dossier relié. Je le pris et le lui tendis. En fait, tu es un peu en retard sur le calendrier, dis-je, voix toujours calme. Sur la couverture, requête en dissolution de mariage, nos deux noms en dessous. Elle regarda d'abord le dossier, puis mon visage, incapable de comprendre. J'ai engagé un avocat il y a plus d'un mois, expliquai-je doucement. Ce sont mes copies. Les originales ont été déposées vendredi. Tu devrais être signifié cette semaine. La couleur disparut de son visage. Elle devint pâle, cireuse, en quelques secondes. Ses mains tremblèrent, le dossier tomba doucement au sol. Elle ouvrit la bouche, aucun son. Juste un petit souffle pathétique. La femme puissante et sûre d'elle venait de disparaître. À sa place, une petite fille effrayée, réalisant que ses actes avaient des conséquences. Elle trouva enfin sa voix, faible et hésitante. « Mais toi, comment? Pourquoi ?» Je décidai de lui dire la vérité, non pour être cruel, mais parce qu'elle devait l'entendre. « Tu as fait ça, Isabella. Tout cela vient de toi. Tu as transformé notre mariage, qui devait être un partenariat, en jeu, en lutte de pouvoir. Tu as suivi un manuel écrit par des gens malheureux, mot pour mot. L'intimité, l'affection, l'amour, tu as décidé de les rationner, de les planifier comme une réunion. Je m'avançai. Félicitations, tu as fait du mariage une entreprise. Et j'ai décidé que c'est un mauvais investissement. Je liquiderai mes actifs. Les larmes apparurent enfin. Pas de tristesse, mais de choc pur. Elle balbutia. Je voulais juste que tu me valorises plus. Je répondis. On ne force pas quelqu'un à vous valoriser en le méprisant. Tu ne voulais pas une partenaire. Tu voulais un sujet. Tu ne voulais pas de lien. Tu voulais du contrôle. Et ce calendrier, je laissai échapper un petit rire sans humour. C'était ton erreur la plus grave. Tu croyais tenir une laisse, mais c'était la clé. Tu as ouvert ma cage sans t'en rendre compte. Quand tu as mis un horaire sur ton affection, tu l'as tuée. Tu en as fait une corvée. Et honnêtement, je ne voulais plus faire la corvée. Elle s'effondra, sanglotant. Pas des larmes manipulatrices comme avant, mais des sanglots réels, horribles, écrasants. Une étincelle de pitié m'effleura, vite éteinte par le souvenir des mois précédents. La froideur, la condescendance, le sourire satisfait quand elle avait établi ses règles. Je regardais mon dossier sur le lit. Tout ce dont j'avais besoin. J'avais déjà déplacé mes documents importants, séparé mes finances, trouvé un appartement temporaire, prêt à emménager immédiatement. J'avais un plan. Elle n'avait qu'une théorie. Un plan bat toujours une théorie. Je pris mon dossier, lui tendis les coordonnées de mon avocat. Je dis au tas en pleurs sur le sol, « Il te contactera ». Je marchai vers la porte, m'arrêtai, la regardai une dernière fois. Bonne chance, Isabella. Et je le pensais vraiment. Elle en aurait besoin. Je sortis sans claquer la porte. Je traversai la maison, qui ne me semblait plus mienne, montai dans ma voiture et partis, sans me retourner. 5 minutes plus tard, je dus m'arrêter. Une vague me submergea. Pas de tristesse, pas de colère. Du soulagement. Un soulagement pur, intense, libérateur. Comme si j'avais retenu mon souffle pendant 1 an et que je pouvais enfin respirer. Le poids, la tension, la peur permanente, tout disparut. Le divorce se déroula de manière étonnamment propre. Face à ma préparation, sa résistance s'éteignit. Paige avait sans doute conseillé de me dépouiller, mais mon avocat surpassait ses conseils improvisés. J'étais juste, je voulais que ce soit terminé. La maison fut vendue, la prime et l'épargne séparées. Je partais avec mes économies, ma prime, mon avenir. Elle, avec la moitié d'une vie qu'elle avait détruite de ses propres mains. Quelques mois plus tard, j'appris par une connaissance que Isabella et Paige s'étaient disputées violemment. Paige,
voyant Isabella en difficulté, était devenue encore plus radicale. Isabella réalisa enfin que son ami voulait surtout avoir raison, pas l'aider. Moi, je me concentrais sur moi. Promotion, salle de sport, voyage, paix dans le calme et la liberté. J'appris qu'on ne peut pas construire une vie avec quelqu'un qui vous voit comme l'ennemi. Une relation n'est pas un champ de bataille. Un mariage n'est pas une partie d'échecs. Et si quelqu'un essaie de le transformer en jeu, le seul mouvement gagnant,